C'est bientôt la rentrée, détendons-nous avec un petit Peep Show, puisqu'on a vu des versions alternatives de Peep le Troll testées pour le film Les Éternels, et c'est pour le moins surprenant puisqu'on oscille entre Rouberru, Axel Red et un big deal asiatique qui aurait fait son meilleur régime. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 414e JT Comics, et déjà qu'à l'école on interdisait les profs bien payés, les profs bien formés, voilà désormais qu'on veut y interdire l'abaya, alors que ça ne dérangeait absolument pas le ministre quand c'est Batman qui en portait une, hein. Bon, n'y a-t-il pas plus grave, plus important à interdire dans la vie vestimentaire comme ce combo sandales chaussettes montantes de tous ces Hollandais qui viennent nous envahir nos campings, hein. Mais bon, je m'arrête là, j'ai peur d'avoir dit des vérités un petit peu trop dérangeante, passons plutôt aux news de la semaine. Film en feu. Entre feu et soufre, l'actu ciné de la semaine est complètement brûlante, même si rien ne nécessite forcément d'appeler les pompiers, comme vous allez voir, hein, mais la première rumeur, c'est le feu, puisque Nicolas Cage reviendrait incarner l'esprit de la vengeance, le Ghost Rider, dans un futur projet de l'univers cinématographique Marvel, en espérant que ça soit moins anecdotique, que ça soit surtout moins cramant pour la rétine que son retour et son entrée dans l'univers d'ici dans The Flash, hein, et surtout en espérant que Marvel se souvienne de tous ses autres esprits de vengeance. L'autre rumeur incandescente chez Disney, c'est celle selon laquelle les deux scénaristes des futurs projets Avengers, Kang Dynasty et Secret Wars, auraient été débarqués, hein, ils sont partis en fumée, hein, Jeff Loveness et Michael Waldron. Alors c'est dommage, hein, puisque Jeff Loveness, on lui doit de très bons comics, notamment sur Loki, sur Groot, en indé, apparition dans le ciel de Berlin-Est, chez 404 Comics en VF, hein, et bon, on lui doit le moins satisfaisant Ant-Man 3, hein, dont la critique a été plutôt sévère à l'égard du scénario, et à juste titre selon moi, hein, ce qui aurait peut-être joué dans son débarquement. Je ne sais pas pourquoi Michael Waldron, hein, parce que lui je le trouve très intéressant justement, il a écrit des séries comme Heels, il a fait du Rick et Morty, il a fait Loki, et son film le Doctor Strange 2, le multivers de la folie, était très subversif, enfin ça m'intéressait par les aspects les plus subversifs du film, que je ne dirai pas pour ceux qui l'ont pas vu. Dommage pour eux, et si c'est vrai on espère que quiconque les remplacera aura droit à ce qui est essentiel pour n'importe quel scénariste, à savoir sa grande part de liberté, sinon ça sera toujours la même. Et puis il n'y a pas le feu au lac ni au cul pour le Spider-Verse, si on en croit Phil Lord et Chris Miller, qui ont déclaré qu'ils prendront le temps qu'il faut pour réaliser la fin digne, la fin grandiose de cette trilogie. Volontiers, mais on espère, hein, pour tout le monde, que tous ceux qui contribuent activement à faire le film, hein, aussi bien les monteurs que les spécialistes en effets spéciaux, les animateurs, eh bien, ne finiront pas grillés, ne finiront pas en burn-out, comme ça peut être le cas pour de nombreuses productions Marvel d'ici, comme ça peut être le cas pour Across the Spider-Verse, qui a été un carton de l'été, mais qui a été terminé dans les larmes et dans le sang, surtout quand on sait que pour ce film en particulier, les producteurs ont des méthodes de travail, des exigences particulières qui peuvent être pénibles quand on connaît comment fonctionne l'animation. Et on espère pour eux qu'ils se rappelleront également qu'il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'argent. Hein, donc payez-les. Un retour dans le MCU qui fait feu de tout bois, hein, qui sent peut-être la petite odeur incendiaire de la fatigue des films de super-héros. Hein, les films Marvel récents ont moins bien marché, donc ils font tout. Hein, et là c'est le réalisateur du prochain film Thunderbolts qui va introduire Sentry dans le MCU, hein, qui nous dit que c'est très différent, ça sera un projet différent, une histoire différente, racontée différemment, sous un angle différent, c'est différent. Il rajoute aussi que c'est excitant, mais il ne peut pas dire pourquoi, donc forcément on est obligé de le croire sur parole, hein. Il dit aussi que c'est un film qui tiendra tout seul, hein, ce qui vient corroborer une rumeur, hein, celle selon laquelle toutes les intrigues qui reliaient le film à Captain America 4 ont été coupées, comme un prépuce gênant chez certains religieux, donc on jugera sur pièce le film, même envoyez pas vos bouts de dick pics. Puis attention, le ver de sable géant pour être grand remplacé un certain temps par le chat à la grande gueule, étant donné que The Marvel sortirait une semaine en avance en venant prendre les créneaux IMAX de Dune, la partie 2, dont la sortie a été repoussée. Et puis chez DC, Blue Beetle est pris entre deux feux, 4 même, hein, celui d'une critique et d'une réponse du public assez positive malgré un box-office décevant, celui d'un état un petit peu entre l'ancien DCU et le nouveau, dans lequel sa flamme continuerait de brûler si on en croit James Gunn. Le réalisateur qui a d'ailleurs dévoilé la chronologie diégétique du futur DCU, hein, dans lequel Future Commando se situera avant Superman Legacy, hein, et d'ailleurs des super fans sont allés dénicher des photos de dos de David Corenswet pour dire que l'acteur pète le feu et a déjà commencé à prendre
prendre du muscle pour le rôle, tandis que Tante May, elle, reste une bombasse à toute épreuve. Et pour conclure avec la chronologie du DCU, on imagine bien que la série sur les origines des Amazones, Paradise Lost, sera située tout en premier du DCU tel qu'il a été annoncé à 7h. Et puis attention, James Gunn se retrouve encore dans le brasier de la tourmente à cause de vieux commentaires laissés sur ce qui pourrait être sa page Facebook personnelle. Il avait la page perso et le profil public, des commentaires où il déglingue le film Batman de Tim Burton, où il dit que la voix du Bat Keaton est à chier, toujours moins que les séquences d'action et le jeu d'acteur de la série Batman des années 60. Il dit que le film est nul, que le film est chiant, que le Joker n'est qu'une version maquillée en clown de Jack Torrance, donc Jack Nicholson dans Shining, et qu'il emmerde tous ceux qui ont participé à cette parodie. Il ajoute que la bande originale est le pire travail de Danny Elfman. Il rajoute aussi que le faire du Joker le meurtrier des parents de Batman est une insulte, un crachat sur les origines de Batman, donc dans les comics. Il ajoute que ça vient casser, ça vient annuler sa soif inépuisable de vengeance. Forcément, ça fait du clic, ça fait des vues. Je pense vraiment qu'on s'en bat les couilles d'un commentaire vieux d'il y a 11 ans. Il a prouvé d'ailleurs entre-temps qu'il avait changé, qu'il avait réalisé aussi bien pour DC que pour Marvel des films qui tenaient la route, qu'il aimait les comics, et ça reste le plus important. Et donc voyons plutôt ce qu'il va faire dans le futur au lieu de s'attarder trop sur le passé. PTSD. Toujours dans le ciné, un récit touchant dont je ne parle pas spécialement à chaque fois, que réémerge sur les réseaux le hashtag Release the Ayer Cut, mais David Ayer, scénariste de Training Day, réalisateur de Fury, End of Watch, Suicide Squad, le film qui a été complètement massacré par la Warner, par les studios, et ça a été une expérience véritablement traumatisante pour lui. On s'en doutait forcément avec toutes ses prises de parole, mais là il l'a déclaré avec John Bernthal dans le podcast du Punisher qui s'appelle The Real Ones. Il déclare que Suicide Squad c'est la plus grosse peine de cœur d'Hollywood qu'il définit de façon intéressante. Il dit Hollywood, c'est regarder quelqu'un que tu aimes se faire baiser par quelqu'un que tu détestes. Il déclare que ça l'a brisé. Il dit qu'après Fury, il avait le monde dans sa main, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a entrepris de faire Suicide Squad avec sa propre vision, mais il voulait faire exactement pareil que l'expérience pour Fury. C'est un réalisateur qui pousse un petit peu les acteurs dans leur retranchement, donc de la répétition, des personnages profonds. Il voulait une vraie alchimie entre tous les acteurs, une véritable collaboration artistique qui fasse un film authentique, et puis Deadpool est arrivé juste avant. Les studios se sont chiés dessus, ils ont transformé son film noir, son film authentique, en une putain de comédie, nous dit-il, et absolument sans rentrer dans les guéguerres qui sont uniquement faites par le public, entre Snyder, Ayer, James Gunn, mes couilles. Eh bien, je tiens à dire que la détermination de Ayer force le respect, simplement pour laver son honneur, puisque le film, pour les comptables de la Warner, est plus qu'un succès. Ils ont récupéré presque 5 fois leur mise, avec 750 millions environ au box-office pour un budget global de 175 millions, contrairement à la deuxième Suicide Squad de James Gunn, qui, elle, avec les circonstances, le Covid et compagnie, n'a pas été lucrative, puisqu'elle a rapporté que 170 millions contre environ 185 millions de dollars de budget, et un succès critique, probablement parce qu'il y a eu moins d'interférences de la part des studios. Donc laissez ailleurs sortir sa Suicide Squad, et moi ce que j'aime bien, c'est quand il prend ce genre de position, le réalisateur, en disant que il faut laisser aux réalisateurs leur vision, qu'il ne faut pas pour les studios être dicté par leur peur, il faut être audacieux, il faut regarder ce qui a déjà été fait, pas Deadpool apparemment, il ne faut pas chercher à séduire une clientèle celle qu'on a en tête. Il dit d'ailleurs, et ça sujet à débat, que c'est toujours DC qui a eu les personnages les plus intéressants dans les comics, et que la marque de fabrique c'est du sombre, de l'intense et du réfléchi. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Comics à gogo. Et puis à la source même de tout ça, dans les comics, le scénariste, le producteur, le créateur du Millarverse, Mark Millar, a donné des conseils gratuits, qui sont jamais vraiment gratuits, à Marvel, à DC, pour venir un petit peu ravigorer une industrie qui est très très mal en point, celle des comics, et c'est pas vraiment gratuit, puisque il sait tout à fait que la santé des comics indépendants dépend grandement de la santé des deux poids lourds, Marvel, DC. On pourrait ajouter Image Comics également, et il déclare que ce qu'il faut selon lui, c'est faire revenir 20 créateurs de légende, les associer aux meilleurs artistes possibles, et les
leur laisser faire des séries qui courent au moins sur 2 ans, donc une méthode un petit peu à la Hickman, pourquoi pas. Seul bémol, ça laisse peu de place aux auteurs émergents. Et attention, gros scandale, bouchez-vous les oreilles, mais l'excellent Mark Tyler Nobleman, qui était une pièce maîtresse dans la reconnaissance par DC 76 ans après, à titre posthume, que Bill Finger est le co-créateur de Batman, chose que Bob Kane a toujours refusé d'accorder à ce qui était son pote, mais avec ce genre de pote, on n'a pas besoin d'ennemis, et donc il en parle souvent dans les écoles, dans les universités, dans les conventions. Là, c'était en école primaire où il avait prévu de faire 3 interventions, et que après la première, il reçoit une note du principal qui lui demande de ne garder que les détails convenables pour ses élèves. Alors là, je me suis dit, putain, génial, le type, il a pété les plombs, il a commencé à expliquer aux enfants ébahis que certaines mamans ne chient pas spécialement pendant l'accouchement, mais que leurs enfants finissent par grandir en étant des grosses merdes. Mais non, en fait, le mot qui n'était pas approprié, c'était le mot gay, qu'il a probablement sorti dans un certain contexte, à savoir que le fils de Bill Finger était gay, donc on a longtemps cru qu'il n'avait laissé aucun héritier, sauf qu'on a découvert qu'il était marié à une femme avant, et qu'il y avait un héritier, chose essentielle aux États-Unis, puisque seul un héritier pouvait poursuivre la Warner et DC pour faire valoir ses droits. La fragilité des types qui confondent le mot gay avec un gros glairon en temps de Covid, alors c'est bien beau que le principal voulait faire parler de DC, mais sa trinité à lui, ça semble pas être Batman, Wonder Woman et Superman, c'est plus travail, famille et patrie, même si vous m'empêcherez pas de penser que le maréchal devait se sussauter 2-3 pastilles à Vichy en temps de guerre. Bref, lisez Nobleman, vive Bill Finger et vive Batman. D'ailleurs, le scénariste Tom King en interview a déclaré regretter pendant son long run de ne pas avoir plus exploité les racines bitume à bitume du personnage du Chevalier Noir, le polar, le noir, le côté enquête, le côté John Wick, que les fans aiment beaucoup. Bref, Tom King regrette de ne pas être Brubaker et on peut le comprendre. Le scénariste Sina Grace, à qui on doit entre autres du Iceberg chez Marvel, va aller faire une petite aventure, un petit détour chez DC sous forme d'un comic sur la jeunesse de Clark Kent, l'adolescence de Superman à Smallville, et puis le scénariste Stan Sakai va faire revenir son petit lapin sous la forme du commandant de la flotte spatiale du clan Shiro-Oshi dans une mini-série qui s'intitulera Space Usagi. Puis enfin la sortie d'une anthologie qui parle de l'expérience que peut être les comic shops, donc les librairies spécialisées comics, qui va réunir d'excellents artistes, Christian Ward, Bendis, Scott Snyder, Joshua Williamson, Mike Anderson, Maria Lovett ou encore Geoff Johns. Donc je vous laisse me raconter vos meilleurs souvenirs de librairie dans les commentaires. Lisez, et cette semaine encore une semaine ultra chargée, donc j'ai rien lu, je ne me suis même pas encore trouvé le temps d'aller voir Blue Beetle en VO autre que dans un cinéma pâté, donc c'est pour ça que je compte sur vous pour me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires en cette fin de vacances, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, ça fait chaud au cœur, j'essaie de lire chaque commentaire puisque vous pouvez réagir sur YouTube directement, de répondre au plus grand nombre aussi, sur les réseaux sociaux, c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo depuis exactement 8 ans, puisque c'est la semaine des 8 ans de la chaîne, donc un grand merci encore à tous, merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. En voyage à Venise, il semblerait que la dernière meuf de Kanye West n'ait pas trouvé le stand de glace à l'italienne et se rabatte sur son mec, qui ressemble lui à un mauvais personnage de Red Dead Online, couvert jusqu'au nez, mais le cul à l'air. Si c'est comme ça qu'il aime se faire mâchonner.